Un paradoxe surgit lorsque 1000 volontaires quittent la Jamaïque pour un Sahel déjà saturé. Dans un pays marqué par près de 2 millions de déplacés, cette arrivée massive crée un contraste brutal entre fragilité extrême et ambition collective, sous le regard d'Ibrahim Traoré. Pourquoi ce choix, et qu'implique-t-il vraiment pour ceux qui pensent qu'un geste symbolique peut remodeler un territoire en tension? Une bascule silencieuse s'annonce. L'enjeu réel de cette migration dépasse largement l'image forte d'un groupe quittant la Caraïbe pour rejoindre le Sahel. L'intérêt majeur, pour ceux qui observent ce mouvement inédit, réside dans la possibilité d'évaluer comment une initiative portée par l'idéal panafricain peut fonctionner dans l'un des environnements les plus instables du continent, où chaque décision pèse lourd sur les communautés locales comme sur les nouveaux arrivants. Dans ce paysage politique et social fragmenté, l'arrivée de ces volontaires soulève une interrogation centrale. Peut-on transformer un geste symbolique en résultat mesurable et durable? Les risques sont multiples. Sécurité fluctuante, pression accrue sur les services essentiels, incompréhension culturelle, mais la promesse reste puissante. Créer un précédent où la diaspora contribue directement à un projet de souveraineté collective. Si cette tentative trouve un équilibre, elle pourrait établir un modèle reproductible. Si elle échoue, elle rappellera la fragilité des idéaux lorsqu'ils se confrontent au terrain. Les premiers signaux montrent que la dynamique entourant cette migration n'est pas le fruit d'un élan spontané, mais d'une séquence construite méthodiquement, où un chiffre domine. Près de 2 millions de personnes déjà déplacées à l'intérieur du Burkina Faso. Ce décalage initial entre une nation sous tension extrême et l'appel lancé à une diaspora lointaine constitue la clé pour comprendre l'ampleur réelle du phénomène et refermer la première curiosity loop ouverte dès le début. Au départ, rien ne laissait présager qu'un projet de retour symbolique vers l'Afrique deviendrait un événement géopolitique relayé sur plusieurs continents. Mais la circulation rapide des discours venus d'Ouagadougou, amplifiés et remixés en Jamaïque, a créé un effet de résonance inattendu. Dans ce vortex médiatique, les mots d'Ibrahim Traoré ont servi de point d'ancrage. Un discours articulé autour de souveraineté, autodétermination et unité panafricaine, qui a trouvé un écho puissant auprès de communautés aspirant à une forme de réparation historique. Le contexte local, lui, offre un contraste brutal. Le Burkina Faso traverse une phase critique, entre insécurité persistante, pression sur les ressources et gestion délicate d'une population déjà fragilisée. L'arrivée d'un groupe de 1000 volontaires, porteurs de compétences variées mais confrontés à un territoire exigeant, accentue l'ensemble des tensions en place. Les infrastructures peinent à suivre, les services sociaux sont saturés, et les mécanismes d'accueil doivent s'adapter dans l'urgence. Pourtant, ce mouvement ne peut être réduit ni à un acte politique isolé, ni à une simple migration vers une zone en crise. Il s'agit d'un phénomène où idéaux symboliques, contraintes matérielles et attentes mutuelles s'entrelacent. Les motivations prononcées: reconnecter diaspora et continent, soutenir un projet souverainiste, participer à un effort collectif, s'entrechoquent avec les réalités du climat, de la sécurité et des logiques communautaires. Dans cette tension permanente entre espoir et difficulté, un cadre analytique se dessine. Ce projet n'est pas un aboutissement, mais un point de départ encore instable, en attente de preuves concrètes quant à sa capacité à perdurer. Pour saisir les premières retombées concrètes de cette migration, il faut partir des trajectoires individuelles qui structurent le projet bien plus efficacement que n'importe quel discours. Ces récits, encore fragmentés, montrent comment les volontaires deviennent des repères pour comprendre les tensions, les ajustements et les adaptations rapides nécessaires dans un environnement aussi exigeant que le Sahel. Le premier exemple marquant est celui d'un maçon jamaïcain dont l'expérience s'est immédiatement inscrite dans le tissu local. Dès les premières semaines, son intégration dans un chantier communautaire a mis en lumière deux éléments clés: la demande pressante en compétences techniques dans certaines zones et la capacité des volontaires à s'ajuster à des conditions matérielles changeantes.
Ce cas, bien que modeste, illustre la manière dont un savoir-faire peut se transformer en levier opérationnel, même dans un contexte marqué par l'incertitude. Un second exemple provient d'une spécialiste de l'agriculture résiliente, engagée dans un projet de diagnostic des sols dans une zone périurbaine. Son travail, mené avec des équipes locales, a permis de dégager des pistes sur l'adaptation des cultures en période de stress hydrique. Cet échange entre expertise extérieure et connaissance du terrain rappelle que l'intégration ne repose pas seulement sur la volonté, mais sur l'interopérabilité réelle entre les compétences apportées et les besoins exprimés. À travers ces premiers signes apparaît une idée structurante. L'efficacité de ce projet ne dépendra ni de symboles, ni d'annonces, mais de la transformation progressive d'initiatives individuelles en contributions tangibles. Le verdict dépendra des résultats concrets. Le déclenchement survient lorsque les premiers discours circulent depuis Ouagadougou. Le ton est direct. Les mots voyagent vite. Dans les communautés jamaïcaines, les vidéos se propagent, se transforment, s'intensifient. L'appel prend forme. Les discussions se tendent. Les familles se débattent. Les voisins commentent, tissent. Les sceptiques avertissent. Les partisans s'enhardissent. Une énergie nouvelle s'accumule, nourrie par l'idée d'un retour symbolique vers l'Afrique et renforcée par la présence charismatique d'Ibrahim Traoré. Puis le basculement intervient, net. L'annonce officielle tombe. 1000 places, cadre structuré, date fixée. Tout s'accélère. Les émotions divergent, les convictions se cristallisent. Dans les rues jamaïcaines, les radios analysent sans relâche. Les réseaux saturent d'opinions opposées. L'atmosphère devient électrique. Chaque argument, chaque interrogation, chaque crainte alourdit la tension. Le départ cesse d'être un concept lointain. Il devient une échéance. À l'aéroport, le pic émotionnel atteint son sommet. Les valises s'alignent. Les gestes sont solennels. Les caméras filment. Les larmes coulent. Les regards hésitent. La dimension historique du moment s'impose. Les proches oscillent entre fierté et inquiétude. Les volontaires avancent, poussés par une ambition collective, mais tirés en arrière par l'inconnu. Les avions décollent, le monde observe, les spéculations explosent. L'atterrissage, lui, marque le début d'une nouvelle séquence. La poussière du Sahel accueille les nouveaux arrivants. Les températures frappent. Les voix locales résonnent dans une langue inconnue. Les salutations officielles s'enchaînent. La présence visible d'Ibrahim Traoré signale l'importance politique de ce projet. Les premiers gestes sont prudents. Les sourires existent, mais ils trahissent une fatigue profonde. La réalité impose son rythme, plus dur, plus irrégulier que prévu. Les obstacles émergent presque immédiatement. La communication se complique. Les habitudes alimentaires déstabilisent. Le climat éprouve. Chaque simple action devient une étape d'apprentissage. Les volontaires découvrent les codes, les routines, les contraintes. Les attentes idéalisées se fissurent. Les tensions internes se manifestent, parfois silencieuses, parfois aiguës. Pourtant, une détermination discrète s'installe. Ils savent qu'ils sont observés par la diaspora, par la Jamaïque, par l'Afrique entière. Dans les semaines suivantes, la dynamique se réorganise. Les trajectoires individuelles deviennent lisibles. Le maçon s'intègre au chantier. La spécialiste agricole multiplie les diagnostics. Les enseignants testent de nouveaux rythmes. Les techniciens adaptent leurs outils. Chaque profil cherche un point d'ancrage. La cohésion se forme lentement, fragile, imparfaite, mais réelle. Le pic retombé. La phase de réajustement commence. Les attentes se recalibrent. Les promesses se nuancent. Les premières tensions se stabilisent. Le projet devient moins spectaculaire, mais plus profond. Ce n'est plus un départ. C'est une installation. Une transition longue, incertaine, exigeante. Et maintenant, tout dépend de leur endurance collective. Pour comprendre la portée réelle de cette migration, il faut revenir à un point de départ mesurable.
Un baseline précis, avant d'observer les écarts, les deltas, générés durant les premières semaines, sur le terrain. Le premier indicateur incontournable reste le nombre de près de 2 millions de déplacés internes au Burkina Faso, un volume qui définit le niveau de pression structurelle supporté par le pays. Ce chiffre impose immédiatement une évidence. L'arrivée de nouveaux volontaires doit s'inscrire dans un système déjà à saturation logistique. Il sert de rappel constant à l'ampleur des défis que les autorités tentent de gérer simultanément. Le deuxième point clé concerne la composition du groupe jamaïcain. Le registre des volontaires, tel qu'il apparaît dans les premiers relevés, indique qu'ils se sont 1000 à avoir quitté la Jamaïque dans le cadre du projet. Derrière cette donnée brute se cache un élément déterminant. La diversité professionnelle complique et enrichit simultanément l'intégration. Ce chiffre, apparemment simple, révèle une structure interne complexe faite de compétences très hétérogènes, où chaque catégorie exige un accompagnement spécifique et une forme d'ancrage local adaptée. Le troisième indicateur mesurable concerne la phase initiale d'intégration, encore modeste mais instructive. Les données compilées localement font état d'environ 20% des volontaires, désormais engagés dans des activités agricoles ou de construction. Cette proportion montre que l'adaptation suit un rythme prudent mais régulier, malgré les contraintes du terrain. Bien qu'incomplet, ce pourcentage apporte un premier élément tangible sur la capacité des volontaires à trouver leur place dans un contexte exigeant. À partir de ces 3 repères quantitatifs, le glissement entre le baseline et le delta apparaît nettement. Le Burkina Faso, déjà confronté à des pressions multiples, doit absorber des profils venus d'un environnement culturel, linguistique et climatique radicalement différent. Les volontaires, eux, doivent composer avec une réalité souvent plus rude que prévu. Chaleur sèche persistante, zone d'insécurité fluctuante, accès limité à certains services administratifs. Le contraste entre l'élan symbolique initial et les usages concrets du quotidien produit un écart qu'il faut mesurer avec précision. Cet écart se manifeste notamment dans les programmes d'accueil. Certains secteurs absorbent plus facilement l'arrivée de nouvelles compétences. L'agriculture résiliente, la construction de structures légères, l'assistance pédagogique ponctuelle, tandis que d'autres domaines restent difficiles d'accès en raison de la barrière linguistique ou de contraintes sécuritaires. Le delta entre compétences disponibles et besoins réels illustre à quel point l'intégration repose sur des ajustements continus plutôt que sur une planification rigide. Un autre glissement mesurable concerne l'évolution des attentes. À leur arrivée, de nombreux volontaires percevaient leur participation comme un acte essentiellement symbolique. Or, après quelques semaines, la nécessité d'un engagement technique et quotidien s'est imposée. La transition entre idéal et opérationnel devient visible, et ce passage produit ensuite une courbe d'apprentissage irrégulière, mais essentielle. Au niveau institutionnel, les autorités locales doivent également composer avec ce nouveau volume humain, tout en maintenant leurs priorités principales: gestion sécuritaire, redistribution des ressources, soutien aux déplacés, maintien de la stabilité dans certaines régions sensibles. Ce contexte oblige les structures administratives à absorber plusieurs variations simultanées, rendant le delta encore plus complexe à lisser. Ainsi, la lecture des données révèle un schéma précis. La migration n'a pas révolutionné le paysage, mais elle a introduit un ensemble de micro-perturbations qui, cumulées, obligent chaque acteur à réévaluer ses repères. Le baseline était lourd. Le delta reste gérable, mais il exige une discipline d'adaptation constante. La prochaine phase dépendra de leur capacité à stabiliser ce delta fragile. 2 lectures opposées s'imposent lorsqu'on observe les premiers mois de la migration jamaïcaine vers le Burkina Faso. Pour comprendre ce projet avec rigueur, il faut d'abord accorder à chaque camp la force maximale de ses arguments, avant de confronter ses positions aux données disponibles. Le premier argument, celui des partisans, repose sur une vision constructive du panafricanisme.
Selon eux, l'arrivée d'un millier de volontaires représente une tentative sérieuse de réconcilier diaspora et continent, un geste de réparation historique qui dépasse les simples symboles. Ils avancent que les compétences techniques apportées, construction, agriculture résiliente, ingénierie légère, pédagogie, constituent un atout concret pour un pays sous pression. Les trajectoires individuelles mises en avant dans les premières semaines semblent leur donner raison. Certains volontaires s'intègrent effectivement à des projets locaux, participent à des diagnostics de sol, rejoignent des chantiers ou renforcent des initiatives communautaires. Pour cette frange, le projet n'est pas une aventure risquée, mais une opportunité d'impulser une dynamique nouvelle entre Afrique et diaspora. Le camp opposé, lui, défend une lecture plus prudente, parfois même alarmiste, du même phénomène. Pour ses représentants, l'installation de 1000 volontaires dans un pays confronté à une crise sécuritaire aiguë et à près de 2 millions de déplacés internes ne peut être envisagée sans une évaluation sérieuse des risques. Selon eux, l'intégration dans un environnement fragile, soumis à des tensions logistiques et humaines, pourrait compliquer davantage la gestion d'un système déjà saturé. Ils soulignent également la barrière linguistique, la chaleur extrême, l'accès limité à certaines ressources et les écarts culturels comme autant d'obstacles susceptibles de freiner, voire d'entraver l'adaptation des nouveaux arrivants. Dans cette optique, la migration apparaît moins comme un modèle de solidarité que comme une épreuve sévère pour les deux populations. À ce stade, il devient nécessaire d'examiner directement les données disponibles. Les premiers chiffres montrent que seulement une fraction, environ 20%, parvient à s'intégrer dès les premières semaines, ce qui confirme à la fois la pertinence des compétences apportées et la difficulté de leur déploiement rapide dans un contexte exigeant. Autrement dit, les deux camps saisissent une partie de la vérité. Le projet possède un potentiel réel, mais son efficacité dépendra strictement de sa capacité à absorber les contraintes structurelles du pays d'accueil. L'équilibre repose sur une adaptation méthodique. Un tournant apparaît soudain. Ce point médian révèle une bascule discrète mais déterminante. Les premiers ajustements, jusque-là dispersés, commencent à produire des effets visibles. Les volontaires, longtemps en phase d'observation, modifient leur routine, apprennent à contourner les limites linguistiques, partagent leur savoir par geste, par démonstration, par expérimentation directe. Dans les zones agricoles, certaines équipes locales intègrent déjà des techniques nouvelles testées avec l'appui des spécialistes jamaïcains, tandis que des chantiers modestes progressent grâce aux contributions régulières des maçons arrivés au début du programme. Cette dynamique, encore fragile, s'inscrit dans un contexte où la présence d'Ibrahim Traoré continue de jouer un rôle symbolique majeur. Sa visibilité dans les cérémonies d'accueil et son discours sur la souveraineté africaine créent un cadre politique dans lequel les volontaires trouvent une forme d'élan moral, même lorsque les difficultés s'intensifient. Le contraste entre les obstacles quotidiens et cette ambition large donne à cette phase médiane un caractère hybride, mi-réaliste, mi-aspirationnel. Peu à peu, la cohésion prend forme. Rien n'est simple, rien n'est linéaire, mais les premières convergences s'esquissent. Les premiers effets concrets de la migration jamaïcaine vers le Burkina Faso apparaissent désormais avec suffisamment de recul pour distinguer 4 zones d'impact. Les nouveaux arrivants, NN, les diasporas noires, DN, les populations locales burkinabées, ND, et le crew, VUC, Sahel, CAV. Chacune réagit différemment, chacune absorbe la dynamique avec son propre tempo, et l'ensemble révèle un paysage plus nuancé que ne l'annonçaient les récits initiaux. Pour les volontaires jamaïcains, les premières semaines ont imposé un choc réel. Climat sec, accès limité à certains services, complexité administrative et adaptation culturelle constante. Pourtant, passé cette phase brutale, un phénomène progressif émerge. Les routines se stabilisent, les réseaux d'entraide augmentent, les compétences trouvent des points d'ancrage.
Certains chantiers communautaires s'appuient sur l'expertise d'artisans jamaïcains, tandis que des ateliers agricoles testent des techniques hybrides adaptées à la sécheresse. L'impact immédiat sur les volontaires est double. D'un côté, une fatigue profonde liée à l'exigence du terrain. De l'autre, un sentiment d'utilité croissante, renforcé par les premières contributions visibles. La diaspora observe cette migration comme un laboratoire panafricain inédit. Les images du départ groupé, les discours relayés sur les réseaux et la figure d'Ibrahim Traoré ont créé un effet miroir inattendu, un débat renouvelé sur la souveraineté africaine, le retour aux racines et la capacité des diasporas à soutenir des projets concrets. Pour certains groupes en Amérique du Nord, en Europe et dans les Caraïbes, l'expérience burkinabé devient un point de référence. Les discussions se multiplient, oscillant entre admiration prudente et calcul stratégique. Peut-on répliquer ce modèle ailleurs? L'impact reste essentiellement psychologique et politique, mais il gagne en intensité. Sur le terrain, l'arrivée d'un millier de volontaires a provoqué 3 réactions successives: curiosité, prudence et réajustement. Les Burkinabés, confrontés depuis des années à une pression sécuritaire et humanitaire sévère, évaluent l'utilité réelle de cette nouvelle présence. Dans certaines zones, la collaboration fonctionne. Échange de savoir-faire, soutien logistique ponctuel, participation à des micro-projets agricoles ou éducatifs. Dans d'autres, les tensions existent. Barrières linguistiques, incompréhension culturelle, attentes parfois mal alignées. Cependant, la relation évolue lentement vers une forme de coexistence constructive, où chacun identifie ce que l'autre peut réellement apporter. À l'échelle régionale, cette migration soulève un intérêt particulier. Même limitée en taille, elle symbolise un repositionnement du Burkina Faso sur la scène panafricaine. Les discours sur l'autodétermination, portés par les autorités et amplifiés par la présence d'Ibrahim Traoré, redessinent partiellement la manière dont les pays du Sahel se perçoivent dans leurs relations avec la diaspora. L'impact matériel est encore faible, mais l'impact politique s'installe. Le projet sert désormais de cas d'étude pour évaluer la capacité de l'Afrique de l'Ouest à accueillir des initiatives diasporiques ambitieuses, malgré un contexte sécuritaire fragile. Dans ces 4 dynamiques, une constante apparaît. Les effets ne sont ni spectaculaires ni uniformes, mais leur progression lente annonce une transformation profonde si le projet parvient à maintenir sa cohérence interne. Les 6 à 12 prochains mois constitueront la phase décisive de cette migration. C'est durant cet intervalle que les trajectoires individuelles et collectives se stabiliseront ou, au contraire, révéleront leurs limites. 3 scénarios se dessinent déjà, chacun plausible, chacun conditionné par la capacité du projet à coordonner ses efforts et à absorber les contraintes du terrain. Dans cette projection, l'intégration avance à un rythme régulier. Les volontaires consolident leur routine, les collaborations locales se multiplient et les structures d'accueil ajustent progressivement leurs méthodes. Cet équilibre partiel ne gomme pas les difficultés, climat rude, barrières linguistiques, tensions logistiques, mais il permet d'éviter les ruptures critiques. Le projet gagne en crédibilité non pas par des succès spectaculaires, mais par une accumulation de petites victoires, chantiers aboutis, parcelles agricoles stabilisées, ateliers techniques répétés. Ce scénario repose sur une logique d'endurance, où le facteur clé n'est pas la vitesse, mais la constance. Dans cette hypothèse, les premiers mois servent de lancement à une dynamique plus large. Les résultats concrets, même modestes, attirent l'attention d'autres communautés diasporiques qui commencent à envisager des initiatives similaires. Les autorités burkinabées renforcent leurs mécanismes de coordination, améliorent les programmes linguistiques et établissent une coopération bilatérale plus étroite avec la Jamaïque. L'effet d'entraînement gagne en intensité. Certains secteurs, agriculture résiliente, construction communautaire, techniques d'irrigation, deviennent des vitrines du projet. Dans cette version, la migration jamaïcaine sert de catalyseur à une coopération panafricaine plus structurée. Le scénario le plus délicat
envisage un ralentissement marqué de l'intégration. Les difficultés logistiques s'amplifient, les écarts culturels persistent, et les attentes initiales se heurtent à la dureté du terrain. Certaines zones, trop touchées par l'insécurité, limitent les initiatives. Les volontaires les plus fragilisés envisagent un retour anticipé. Ce scénario ne mène pas nécessairement à un échec total, mais il crée un sentiment d'essoufflement qui affaiblit la portée symbolique du projet. À ce moment du raisonnement, il est utile de réfléchir à la démarche à privilégier. Entre ces trois trajectoires, une clé analytique s'impose. Évaluer chaque étape non pas comme une fin en soi, mais comme un indicateur de résilience collective. Ce projet se lit mieux comme une transition continue plutôt qu'un résultat immédiat. À ce stade du projet, l'expérience jamaïcaine au Burkina Faso résonne différemment selon les publics qui l'observent. Trois groupes principaux, que l'on peut assimiler à trois types de spectateurs A, B et C, perçoivent cette migration selon leurs attentes, leurs sensibilités et leur propre trajectoire personnelle. Pour cette catégorie, le départ de 1000 volontaires incarne un geste profondément symbolique. Ils y voient une tentative rare de transformer une idée abstraite, la solidarité entre Afrique et diaspora, en une expérience concrète. Ces observateurs s'attachent aux récits individuels, aux premiers apprentissages, aux ajustements quotidiens. Ce qu'ils retiennent, ce n'est pas la difficulté, mais la persévérance. Pas l'inconfort, mais la volonté d'avancer malgré l'incertitude. Pour eux, cette migration devient une source d'inspiration, une preuve que certains idéaux peuvent encore trouver une traduction réelle. Ce public adopte une posture plus analytique. Il s'interroge sur la capacité du projet à durer dans un environnement fragile, où chaque ressource compte et où la marge d'erreur demeure étroite. Les difficultés linguistiques, les tensions logistiques et les défis sécuritaires sont pour eux des indicateurs cruciaux. Ce groupe observe attentivement la manière dont les volontaires s'adaptent et dont les structures locales absorbent cette dynamique nouvelle. Ils ne condamnent pas le projet, mais veulent comprendre s'il est reproductible ou s'il restera une exception. Ces spectateurs voient dans cette migration un possible modèle pour leurs propres engagements. Ils analysent ce qui fonctionne, ce qui échoue et ce qui pourrait être amélioré. Pour eux, chaque parcelle cultivée, chaque chantier soutenu, chaque ajustement culturel réussi constitue un enseignement. Ils envisagent cette expérience comme une base pour penser d'autres projets collectifs, ici ou ailleurs, ou Kouessé. À travers ces trois regards, une réalité apparaît. Cette migration n'est pas seulement un phénomène politique, mais un miroir tendu à tous ceux qui réfléchissent à la manière d'agir dans un monde traversé par des fractures profondes. Pour renforcer la viabilité du projet dans les mois à venir, il devient essentiel de structurer une feuille de route opérationnelle capable de relier les efforts individuels, les priorités locales et les attentes politiques exprimées publiquement, notamment dans les discours attribués à Ibrahim Traoré. Cette feuille de route ne vise pas à garantir un succès immédiat, mais à créer un cadre d'action stable, mesurable et adaptable, compatible avec les contraintes du Sahel. Un programme intensif d'apprentissage du mouré et du français, adapté à différents niveaux, doit être renforcé dès maintenant. L'objectif est simple: réduire les incompréhensions, fluidifier les échanges, améliorer la collaboration sur les chantiers et dans les zones agricoles. Un apprentissage progressif mais continu constitue l'un des leviers majeurs de l'autonomie sur place. Il est nécessaire d'opérer une cartographie fine des compétences des volontaires et de les aligner avec les secteurs qui peuvent réellement en tirer parti. Les maçons doivent être dirigés vers les zones où les constructions communautaires stagnent, tandis que les spécialistes agricoles peuvent se concentrer sur les régions confrontées à la sécheresse. Cette répartition permet d'éviter les décalages entre attentes et capacités réelles d'accueil. Un groupe de coordination réunissant représentants burkinabés et jamaïcains offrirait une structure solide pour analyser les blocages, anticiper les tensions et ajuster les modèles d'intégration. Ce comité pourrait établir un calendrier d'évaluation régulière
pour suivre l'évolution du projet sans céder aux impressions fluctuantes. Les initiatives qui fonctionnent, même modestes, doivent être pérennisées avant d'en envisager de nouvelles. Cette consolidation crée une base de référence concrète sur laquelle bâtir. À travers ces étapes, le projet gagne une cohérence indispensable pour affronter la suite. Lorsque l'on observe l'évolution de cette migration, un fil discret relie encore les débuts hésitants des volontaires à leur présence actuelle sur le terrain. Le maçon évoqué plus tôt, ce premier repère humain, modeste mais révélateur, incarne désormais bien plus qu'une simple trajectoire individuelle. Il symbolise l'effort patient, tremblant parfois, mais résolu, de celles et ceux qui cherchent à transformer une idée en acte. De même, la spécialiste agricole, dont l'analyse des sols avait ouvert une voie silencieuse d'adaptation, poursuit son travail dans un paysage où chaque avancée se gagne au prix d'un apprentissage constant. Ces silhouettes, longtemps anonymes, donnent un visage à un projet qui aurait pu rester abstrait. Elles rappellent que derrière les discours d'Ibrahim Traoré, derrière les symboles panafricains, derrière les récits reliés par les réseaux, il y a des gestes quotidiens. Construire un mur sous la chaleur sèche, ajuster une technique d'irrigation, comprendre un mot nouveau, saisir un rythme de travail différent. Ce sont ces détails, presque invisibles, qui ancrent la migration dans la réalité. Et dans cette réalité, quelque chose se consolide. Non pas une promesse spectaculaire, mais une persistance qui devient une forme de courage partagé. Une trajectoire fragile peut encore tenir debout. Cette migration jamaïcaine vers le Burkina Faso, encore en pleine phase d'ajustement, laisse entrevoir un paysage où les espoirs, les difficultés et les efforts quotidiens s'entremêlent sans jamais se confondre. Elle ne propose pas un modèle achevé, mais un chantier humain où chaque geste, chaque échange, chaque adaptation contribue à redéfinir la relation entre une diaspora dispersée et un continent en quête de stabilité et de souveraineté. Loin des annonces spectaculaires, ce projet se construit surtout dans la patience, celle des volontaires qui apprennent un nouveau rythme de vie, celle des communautés locales qui accueillent, évaluent et réajustent, et celle des observateurs qui cherchent à comprendre sans simplifier. En fin de compte, cette initiative soulève une question essentielle. Comment transformer un idéal partagé en dynamique durable, ancré dans la réalité du terrain ?